Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission de vendredi 4 novembre 2022. On se retrouve avec un BTC autour de 20 600 $, en progression de 1%, 50, Ethereum quasi 1600, et c'est du côté de Polygon Matic que la folie est en train d'arriver, puisque 8ème place 18,38, il vient de tout simplement passer devant Polkadot en termes de capitalisation et en poussant quasi 35% sur la semaine. On a 20% toujours sur Shiba également en hebdomadaire, 23,4 pour OKB à la 14e place. Et enfin, au niveau des performances des alts, Atom Cosmos qui reprend la santé aussi, plus 8% à 14,62 $. On a plus 5,64 du côté de Chainlink, 7,26 et 6 respectivement pour Algorand et Near Protocol. On a 5 et des brouettes pour VeChain, 12 pour AAV, 94,6, 40,7 même. Ça continue de monter dollar. On est à la 37e place pour AAV. Et enfin, au niveau des performances, 12,61, 42e place pour le Lido token, 1,73 $. On a clairement un réveil des alts qui est en cours, et je vais vous montrer dans quelques instants que d'un point de vue de l'analyse technique, on a une configuration qui s'y prête effectivement, mais est-ce que Bitcoin n'est pas en embuscade pour venir punir tout le monde? Voilà, on va marcher sur des œufs jusqu'à la fin d'année, mais tout en ayant conscience de ce qu'on a sous les yeux, qui est vachement sexy quand même pour bon nombre d'altcoins. Au niveau du 4 heures, donc toujours dans cette contraction de prix, j'aimerais désormais voir le Bitcoin entériner ce mouvement, 21 000, 22 000, 25 000 en finalité. Et tant que nous ne sommes pas totalement sortis de ce range, malheureusement, il ne se passera pas grand chose de plus. Le truc aussi à prendre en considération, c'est que si Bitcoin commence à faire ce qu'il a toujours fait là ces derniers mois, de la léthargie entre 20, 21, 22, on pourrait effectivement avoir les alts qui se mettent à repousser, et la config s'y prête. Le Crypto Fear and Greed 30 dans la peur, le market order flow entre neutre et achat ce matin à 8h50 que j'enregistre l'émission. On prend le fil Twitter donc avec Coins.fr, UBS qui lance une obligation numérique d'un montant de 380 millions d'euros pouvant être tradé et réglé à la fois sur la blockchain et un échangeur traditionnel. Le produit est listé simultanément sur le SDX et le SIX Swiss Exchange. Donc on rentre sur de l'obligation tokenisée, et petit à petit là ces jours-ci, il y a un virage qui est en train d'être de plus en plus fort au niveau des institutions. On a vu aussi JP Morgan commencer à rentrer par la branche AAV ARC institutionnelle. Probablement que c'est un peu ça aussi qui est pricé ce matin à retardement du côté de AAV. On a un très bon article de Helmut pour Journal du Coin, donc je vous l'ai mis ici à propos du X-Day de Elrond. Donc ils ont lancé le rebranding. Au passage, Elrond va s'appeler Multivers X, avec à chaque fois une bonne dizaine, on est à 11-12 désormais produits, le wallet, le launchpad. Il y aura la possibilité de faire un bon nombre de choses. Il y avait le ministre également, Jean-Noël Barrot, délégué à la transition numérique et télécommunications, qui était présent, ainsi que Owen Simonin, connu sous le nom de Asher sur YouTube. Je pense que c'est pas une découverte pour vous. Et pour le coup, au niveau des produits, contrairement à ce que déclarent bon nombre de médias traditionnels, pour essayer comme d'habitude, je sais pas, soit de tirer la couverture vers eux, soit de faire de la sensation, non, Elrond n'est plus que du marketing. Si on pouvait avoir le doute précédemment, là ils ont construit quand même un écosystème qui est vachement costaud et qui est en train de s'étoffer à une vitesse folle, notamment la nouvelle application X-Portal qui est l'ancien Maillard, sur lequel vous allez pouvoir absolument tout faire quasiment, et ils viennent y adjoindre une CB, donc petit à petit ça avance très fort. X-World, le futur du métaverse, et c'est pour ça qu'ils veulent aller vers une dimension un peu plus méta. Quand on voit ce qui s'est passé avec Facebook, on est en droit et on est en doute de se poser des questions. Il y a des personnes à qui ça ne va pas convenir, cette direction, mais en tout cas, ils sont en train d'essayer de passer au niveau supérieur. Et rien que pour ça, franchement, on ne peut que les féliciter. Vous avez Xmoney donc qui sera à mi-chemin avec ce que faisait Utrust, le partenariat avec Mastercard pour les cartes directement liées donc à votre compte. Et Utrust, rappelons-le, qui avait été racheté précédemment justement par Elrond. Xfabric, une plateforme pour devenir architecte directement du métavers pour les créateurs et les marques. Et ensuite, vous avez la possibilité au travers de X Spotlight qui regroupera notamment Ad Astra au niveau du bridge, du portail et tout ça, de faire des NFT et d'avoir une plateforme all-in-one qui permettra là aussi d'abonder au niveau de cet écosystème. Donc je vous laisse consulter l'article. Hier, au fur et à mesure, j'ai fait une revue en direct du salon. Et ce matin, quelle belle surprise de voir Polygon Matic
Matic qui là aussi s'est mis à pousser frénétiquement ces derniers jours et pas qu'un peu puisque il y avait de très bonnes infos d'un point de vue fondamental qui sont venues appuyer la dominance de Matic en termes de layer 2. On est parti de très loin ces dernières années. Au début c'était un peu le chaos même autour de Polygon et petit à petit c'est devenu un des pontes de son domaine et clairement on ne peut que le féliciter et pour ceux que ça intéresse vous avez le staking en plus qui vous rapportera, si je dis pas de bêtises, une douzaine de % annualisé, donc c'est clairement pas négligeable. On a Mika, donc un vote qui sera déféré à février 2023. Au niveau de la régulation, c'était The Block qui mettait ça en avant, donc un framework, un cadre de travail qui est en cours et qui va nous amener à peu de choses près par la suite entre 2024 et 2025 pour que tout se mette en place et entre-temps, il y aura des subdivisions de texte au niveau de Mika qui petit à petit vont appuyer les différents sous-domaines puisque vous vous en doutez bien dans la crypto on a clairement voilà, un nombre de domaines qui est aussi grand quasiment que tout ce qu'on peut voir dans le market cap. Un chiffre qui donne le tournis puisque Apple est désormais aussi valorisé que Meta, Amazon et Google combinés. Donc Apple tout seul pèse comme Facebook, Amazon et Google, c'est complètement fou. Et ça démontre aussi, si on en doutait encore, que effectivement les GAFAM peut-être à ce jour pèsent trop sur l'économie américaine, sur le SP500, dans le monde aussi. Et il y a des personnes aussi, même si je ne suis pas du tout partisan de ce genre de discours, puisque comme d'habitude, on met en balance un peu le mérite, la réussite et l'argent qui en découle derrière à propos de Elon Musk et de ce qu'il pèse en termes de capitalisation, puisque c'est vrai que les 44 milliards qu'il a sortis, notamment pour le rachat de Twitter, ça ferait penser un peu à ses fonds de poche de son côté. Je crois qu'on était à entre 250 et 280 milliards de fortune personnelle. Pour autant, est-ce qu'il a volé cet argent au niveau des boîtes qu'il a créées? Il est le principal actionnaire et forcément, une fois que la boîte est survalorisée, surcotée, eh bien, il en tire tout simplement les bénéfices. Donc, comme d'habitude, c'est très compliqué d'aborder ces sujets en quelques minutes. Je suis pas là, voilà, pour essayer de dire oui, des gens ont raison, des gens ont tort. C'est juste que c'est un sujet qui est de plus en plus discuté et clairement, ce rachat de Twitter n'a pas fini de faire couler de l'encre. Le top 100 des marques les plus valorisées au monde d'après le célèbre classement Interbrand, c'est le Best Global Brands 2022. C'était Tommy Douziec de Zone Bourse qui nous mettait la petite infographie en avant. Donc bien évidemment, on a Apple en tête de liste, suivi de Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Coca-Cola, Mercedes, Disney, Nike, McDonald's, Tesla, etc. Je vous laisse consulter les 4 infographies suivantes et on clôture le top 100 avec quand même le groupe Sephora. J'aurais pas pensé qu'ils étaient dans le top 100 des marques les plus valorisées, mais vous voyez, c'est pas mal peut-être d'y jeter un petit coup d'œil pour aussi peut-être détecter des tendances du côté des investissements boursiers. Je ne reviens pas donc sur les quasi 12 branches qui sont développées par Elrond désormais dans leur multivers X, qui est le nouveau nom de Elrond. Il va y avoir un rebranding. On est à 906 jours selon Philip Swift au niveau du cycle en cours. Et il disait, ça n'est pas une course, c'est un marathon. C'est une course de fond. Et c'est clair que quand on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau des 2 cycles précédents, on est en train de poser notre point bas. Et je dis pas que c'est forcément déjà arrivé, je dis qu'on est en train d'essayer de le faire. Et quand on regarde là aussi les historiques, qu'on voit que au dernier bull run, on a fait une performance en tout cas au niveau du Bitcoin qui était moins forte que les performances précédentes. On a eu plus d'alt qui ont capitalisé beaucoup plus de valeur et petit à petit la Bitcoin dominance nous le montre aussi. Peut-être que les moins 75% qu'a eu le Bitcoin en termes de drawdown sur ce cycle, contrairement aux moins 85% passés, c'est aussi quelque chose qui nous montre petit à petit que le marché crypto devient plus mûr, plus capitalisé et que peut-être dans un cycle, 2 cycles, 3 cycles de plus, si on se projette là ce coup-ci entre 5 et 10 ans, on aura un jour un Bitcoin qui ne bougera plus à l'année que de quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents et ainsi que les altcoins. Donc c'est vrai que quand on regarde historiquement où nous en sommes, quand on regarde les histogrammes, quand on voit les oscillateurs comme le MACD, comme le RSI, qui sont revenus sur des zones historiquement basses, c'est très difficile de ne pas être positif pour la suite pour quelqu'un qui se positionne maintenant. Après, comme d'habitude, on ne dira pas le contraire, on peut très bien effectivement avoir une phase où on viendrait chercher à nouveau de la liquidité plus bas à 15 000 $ et faire peur à tout le monde d'une dernière fois sur la fin d'année 2022, c'est vraiment pas un scénario qu'on puisse totalement négliger ou écarter, c'est ma seule crainte pour la fin d'année. Mis à part ça,
pour moi, tous les feux sont en train doucement de se remettre au vert. On n'attend plus que le go de la Fed qui plus tard, dans un trimestre, 2 trimestres, peut-être 3 trimestres ou un an, j'en ai aucune idée, dira ça y est, on a enfin commencé à enrayer à la fois le côté un peu récession aux États-Unis et le côté surtout de l'inflation qu'ils combattent comme des diables. Et une fois qu'on aura ce pivot qui est un pivot qui va être plus accommodant pour l'économie, forcément là on aura une très très belle respiration de marché. Le tout en prenant en compte que les marchés, eux, vont décider de le pricer ça à l'avance, c'est-à-dire d'être toujours un peu avant-coureur, 6 mois, 12 mois, 18 mois en amont de ce qui pourrait arriver. Et c'est pour ça qu'à chaque déclaration ou micro-prise de parole de Powell, de la Fed, on a cet appel contre appel où tu as le marché qui, à tout moment, si Powell disait oui, bon, c'est bon, on va s'assouplir un peu, tu as tout qui explose dans tous les sens. Et malheureusement, on a les chiffres qui sortent, qui sont les chiffres attendus, donc qui n'ont pas choqué le marché. Et pour autant, tu as Powell qui arrive avec la lance incendie derrière. Oui, vous excitez pas trop, on va continuer à monter les taux, voilà, on n'y est pas encore. Donc c'est un peu à chaque fois le double effet qui se coule et pour l'instant on en est là, mais je pense qu'on n'est plus très loin effectivement. Peut-être 2 trimestres, allez, le printemps de 2023, de voir quelque chose d'un peu plus positif, en tout cas pour les marchés, je l'espère. Donc je ne reviens pas sur toutes ces annonces qui ont au passage fait la part belle, notamment à un futur programme de paiement, la fabrique ZoidPay, on a Utrust, on a le Bridge, tout le côté aussi entertainment, c'est-à-dire la facilité que vont pouvoir avoir les gens à prendre du plaisir sur leur application, sur la plateforme, tout en faisant en sorte au niveau de l'UI et de l'UX que ça soit excessivement facile d'accès pour l'utilisateur. Et quand je vois les gens se déchaîner sur les réseaux sociaux sur Elrond alors qu'ils ont une des plus grosses et des plus belles communautés engagées au niveau francophone, mais je me dis les gens c'est des malades, ils n'ont pas du tout encore compris à ce jour que dans la crypto, on a besoin de projets comme Elrond pour porter l'adoption mainstream et on n'a pas besoin de projets ultra techniques auxquels les gens ne comprennent strictement rien. Le truc de dire, les gens ils sont là pour la tech, mais ça représente quoi dans l'univers dans la globalité de la cryptosphère? C'est 0,1%, 0,5% qui sont des développeurs et qui sont passionnés par le code et par la technologie. Les autres, ils veulent faire exactement comme Monsieur Tout-le-Monde, mettre la clé dans le contacteur de la voiture, rouler et même pas s'inquiéter de s'ils doivent faire leur révision. On en est à peu près là. Et c'est vrai qu'il y a une totale disparité au niveau de ce triptyque entre comment est perçu par le grand public le marché crypto et les produits, la perception des professionnels et ce qu'ils voudraient ou comment ils voudraient être perçus, et ensuite le pricing au niveau des projets, des tokens, etc. Et là aussi, une fois de plus, on l'a vu avec les masterclass de Bitcoin, on peut avoir une totale inefficience entre ce que vaut un projet et ce qu'il apporte. On peut avoir un projet qui va valoir quasiment rien alors que la solution qu'il apporte au marché est complètement folle. Donc à chaque fois, mettre en balance les disparités, l'implication des communautés, dire aux gens qui sont impliqués depuis 4 ans désormais dans l'Elrond que c'est que du marketing et qu'en gros c'est de la grosse merde, voilà, au bout d'un moment c'est aussi un manque de respect pour toutes les personnes qui s'impliquent au quotidien dans cet écosystème-là, de même qu'on n'irait pas dire ça à des gens sur Ethereum, on n'irait pas dire ça à des gens sur Avalanche, sur Solana ou voilà sur BNB, sur Binance. Au bout d'un moment il faut... Je pense, c'est ce que je dis souvent, ça n'engage peut-être que moi, mais essayer de fédérer et quand on n'aime pas un truc, apporter des arguments tangibles, concrets et pas juste dire sur Twitter « Ouais, ton truc c'est de la merde », il y a quelqu'un qui lui demande tout simplement de détailler « Ah non, j'ai la flemme ». Mais au bout d'un moment, c'est complètement barge d'avoir ce genre de discours. Donc hier, j'ai préféré fermer Twitter plutôt que de commencer à répondre comme ça, puisque en plus ça ne me concernait même pas, mais j'ai vu des personnes être extrêmement critiques et acerbes et notamment envers mon confrère Owen Asher qui a tout donné sur la conférence en anglais et tout ça. J'ai trouvé ça pour le coup indécent, le comportement de certaines personnes, et au moins on sait qui fait quoi, qui est qui, et les masques tombent dans ce bear market et je trouve ça parfois assez désastreux, désolant, je sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas il y a des personnes qui croient détenir dans l'écosystème crypto et c'est également un peu le cas parfois des maximalistes.
la vérité absolue, c'est-à-dire la ligne de conduite, ce que les gens ont le droit de dire ou ne pas dire, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon, stop. Laissez les gens vivre, laissez les projets vivre. À ce jour, j'ai pas l'impression, en tout cas, que Elrond soit parti avec la caisse, qu'ils aient fait un rug, qu'ils aient pris les gens pour des cons au niveau des développements qu'ils ont fait au travers du temps. Après, on n'est pas là pour dire que Elrond, c'est le nouveau Ethereum ou quoi que ce soit. Bien évidemment que non, ou que c'est le nouveau Bitcoin. On n'a jamais dit ça et jamais personne n'a dit ça. Mais c'est quand on voit le fait qu'une simple communauté, un simple projet qui a autant de traction, qui arrive à fédérer jusqu'à un ministre français et t'as tout le monde derrière qui vient les descendre en disant bah, c'est pas ça qu'il fallait montrer, de toute façon ils sont là juste pour l'argent, pour le marketing et tout ça, c'est catastrophique d'un point de vue de l'image que ça renvoie de l'écosystème français. Et donc c'est peut-être un peu un coup de gueule aussi que je pousse aujourd'hui. Je sais pas comment vous l'interpréterez vous du côté de YouTube ou voilà au niveau des auditeurs habitués et habituels. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais c'est clair que ce genre de comportement dans l'écosystème crypto français, au bout d'un moment, ça saoule, ça triple archi saoule et il y a tout le monde qui n'en veut plus, qui n'en peut plus. Des gens qui donnent des leçons à absolument tout le monde, puisque mon projet c'est le meilleur, machin il a dit ça, machin il a fait ça. Donc voilà, je referme la petite parenthèse, mais c'est clair que je trouve ça, je pense que le mot adapté est désolant, tout simplement. On a Fidelity au niveau des investissements aux États-Unis qui ouvrirait une branche de crypto trading avec aucune commission pour les investisseurs retail, c'est-à-dire les particuliers aux États-Unis. Fidelity qui jusqu'à présent était fortement orienté au niveau des institutions, puisqu'on parle là d'un truc quasi aussi gros que BlackRock, un peu moins gros forcément, mais parce que BlackRock ça représente voilà le ponte du domaine, mais on est quand même sur quelque chose de costaud, donc c'est peut-être ça aussi qui ce matin réveille légèrement le marché. On a une Folded qui nous met en avant une statistique très intéressante, c'est que contrairement au bear market précédent, on a les wallets qui ont continué de hold, voire d'accumuler sur ce bear. Alors peut-être c'est la différence du moins 75 vs moins 85, les 10% qui représentent finalement moins 50% de pertes additionnelles s'il fallait faire moins 75 à moins 85. Mais en tout cas, on en est là et c'est une statistique qui est plutôt positive pour le moment. Kyomjo qui mettait en avant un fun fact, c'est que la Chine, malgré le fait qu'il soit anti-crypto, on saisit pas loin de 200 000 BTC et 833 000 Ether, ce qui en fait une whale énorme et c'était dû au Plus Token Scam en 2019. Donc c'était tout simplement saisi par la justice. Ça représente actuellement 6 milliards de capitalisation pour ce qu'ils ont regroupé autour de ça. On ne sait pas s'ils les ont vendus ou ce qu'ils en ont fait ou s'ils les gardent en trésor de guerre pour le jour où le Bitcoin vaudra peut-être 100 000 $. On croise les doigts. En tout cas, par rapport à MicroStrategy, c'est 130 000 bitcoins alors qu'ils ont fait qu'en acheter depuis 2-3 ans. Et là, pour le coup, 200 000 et 833 000 Ethers, voilà, le chiffre là aussi donne le vertige. Toujours aux États-Unis avec une Folded, on a les plans 401k, donc pour les plans de retraite aux États-Unis, qui peuvent acheter directement des cryptos. Donc une exposition qui là aussi pourrait toucher quasi l'intégralité des ménages aux États-Unis. On a la majorité donc de la DeFi qui est en train de retrouver c'est TVL au niveau donc de CryptoRank Platform. On a une poussée en retour de TVL. Qu'est-ce que la TVL pour les débutants? C'est la Total Value Locked, c'est-à-dire l'argent qui est déposé tout simplement en valorisation sur les 10 protocoles. À ce jour, par exemple, quand on parle d'un AAV, je crois, à 900 millions, peut-être 1 milliard de capitalisation. Donc ça aussi, c'est un bon chiffre puisque ça peut vous donner une indication par rapport à ce que possède un protocole en dépôt et ce que vaut sa valorisation au niveau du token. Je pense notamment à AAV, on avait fait les calculs l'autre fois, donc je vous laisse regarder de ce côté-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez une émission où on irait un peu plus loin sur ça. On avait Crypto Yoda qui nous mettait en avant donc le uphill ici qui pourrait arriver du côté de Atom Cosmos et c'est vrai qu'au niveau du textbook, on est pile poil comme dans les bouquins par rapport à cette phase de réaccumulation et peut-être un top départ qui nous propulserait très rapidement vers au moins plus 50% et pas loin d'un x2. Il sera bientôt possible de créer et vendre des NFT directement sur Instagram et Polygon avec Matic. Donc là aussi, giga coup de fouet pour le coup. C'est France Crypto qui mettait ça en avant. Ça a été annoncé directement par Meta. Les vendeurs qui sont en pleine perte de vitesse, et ça on l'avait vu aussi précédemment avec les histogrammes MACD, RSI et tout ça.
Globalement, quand on a eu toutes ces itérations, 6 fois sur 7, on est reparti au nord par la suite, sauf la fois de novembre 2018 où on s'est pris les fameux 6000 à 3000. Donc est-ce que d'un point de vue statistique, on va de nouveau se faire counter et avoir une fin d'année qui sera atroce pour le marché crypto? En tout cas, une fois de plus, vous savez comment je fonctionne. Je préfère aller du côté des statistiques, quitte à me tromper, et derrière, ça ne fait que décaler une échéance positive, puisque les marchés, comme vous le savez, ne font pas que baisser. On a Arweaves qui se lie également à Meta, donc très bonne nouvelle, le token AR a pumpé aussi sérieusement que Polygon. La revue DeFi de Marc qui est dispo hier donc sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la consulter. Coins.fr, Warner Bros Discovery s'est associé à l'entreprise Daz 3D pour créer une collection de NFT à l'effigie de la série à succès Game of Thrones. Les tokens seront proposés plus tard cette année sur la place de marché Nifty, et on terminera donc avec une info plutôt importante pour le coup, c'est Binance qui est désormais intégré à l'écosystème Ledger via l'application Ledger Live. Plus besoin de sortir de votre app Ledger pour pouvoir faire vos carabistouilles du côté de Binance, et on revient un petit clin d'œil mais surtout un gros pas en avant pour AAV, puisque AAV Polygon c'était les premières transactions multi-devises pour JP Morgan, une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse banque d'affaires aux États-Unis. Au niveau du crypto total, je ne passerai pas sur celui incluant le Bitcoin, tout simplement puisque c'est le crypto total 2 aujourd'hui qui nous intéresse, le crypto total des altcoins. Il est en train de nous faire un double creux ascendant, on est au-dessus de la moyenne mobile 20, on est sous le pas de tir des 600 milliards. Inutile de vous dire que si ça pète, c'est en retour direct à 700 milliards, on récupère 100 milliards au niveau des alts. Si ça pète également, c'est en retour à 840 à 870 milliards. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça me met vraiment le ravioli, comme je dis souvent, en ébullition. Dans quelle mesure, avec un Bitcoin un peu cloué au pilori actuellement à 20 600 et sans pump de son côté, comment les alts pourraient nous imprimer 100 milliards, 200 milliards. Voilà, il y a un truc qui cloche en fait de ce côté-là. J'attends que Bitcoin aille à 25 000 à ce moment-là. Une fois que Bitcoin stagnera entre 20 et 25 000, on aura une pseudo-alt season. Mais pour l'instant, voilà, il me manque cette manière de faire, qui a été la manière de faire un peu qu'on a toujours eu et vu sur le marché crypto, mais tout en ayant dans un coin de sa tête que peut-être ça y est, le nouveau paradigme est là, et que ce sont les altcoins, et notamment Ethereum et quelques autres, qui désormais vont lead ce rallye de marché crypto, puisqu'on ne peut pas encore parler de quelconque reprise, bien évidemment. On l'a vu d'un point de vue de l'économie traditionnelle, on en est encore très loin. ES1, le futur qui est dans le vert pour le SP500, mais le rejet ici de la borne des 3900 avec la moyenne mobile 20 hebdo. Donc pour l'instant, c'est pas encore ça du côté du marché US. Ethereum pour sa part, statu quo cette semaine, autour des 1600. On est au-dessus du cluster de l'ancienne ATH, au-dessus de la moyenne mobile 20. Il nous faudrait par la suite pousser les $2000 pour espérer rallier entre 2200 et 2400 $. Je vous passe pas tous les alts habituels sur lesquels je suis le plus boule à court terme, notamment BNB qui est fichtrement bien foutu. On a également, que je vous dise pas de bêtises, j'en avais passé quelques-uns ce matin, j'essaie de me repérer comme ça directement de tête. AAV qui nous pousse 15%, probablement suite à toutes ces bonnes informations. Là aussi, à voir, on a une belle zone de travail autour de 112 $ par la suite pour AAV. On aura une trend long terme sur laquelle on va venir se télescoper ici. Donc pour l'instant, je ne pense pas non plus qu'on puisse envisager des targets complètement folles pour des AAV et tout ça. Mais quand on voit le prix qu'on a eu en mèche ici à la mi-juin, 45-46 $, j'ai vraiment du mal à me dire que ça soit des targets qu'on reverrait à court terme. J'ai plutôt l'impression que le marché est en train d'essayer de s'extirper par le nord que d'essayer d'être dans cette configuration où on retourne effectivement à 15 000 $ sur Bitcoin, ou du moins qu'on y aille tout court. IGLD là aussi qui est sous le pas de tir, 60 $. Il nous faut franchir les 65 et ensuite ça s'envole plutôt vite jusqu'à pourquoi pas 110 à 120 et des brouettes où on a la moyenne mobile 50 hebdomadaire qui nous attendra. Il y a Solana également qui est en train de se contracter 32,60 juste sous la moyenne mobile 20. Je vous avouerai que c'est pas le truc que je recharge régulièrement, ça pour le coup Solana, mais d'un point de vue de la configuration, si on joue le fait qu'on revienne ne serait-ce que dans un premier temps à 48,50 et ensuite par ici à 58 $ et on a la moyenne mobile 50 à 77,78, ça nous fait quand même quelque chose de plutôt costaud. À noter toutefois qu'on peut être aussi dans cette construction
construction d'un triangle rectangle descendant et dans lequel par la suite, si le marché crypto venait à se casser la gueule en fin d'année, voilà, on aurait des discounts qui seraient quand même assez profonds au niveau des alts. ETHD, le Ethereum Dominance qui est toujours bloqué autour d'une vingtaine de %. Atom Cosmos qui est toujours aussi sexy et qui nous joue son Adam et Ève parfaitement avec le retracement ici sur la moyenne mobile 20, 10,63 $ et on repart à l'assaut des quasi 17-18 $, moyenne mobile 50 à 19,3 et pour un ATH pour Atom Cosmos à 44, quasi 45. Donc ça aussi, ça en fait un des excellents candidats pour le prochain cycle. Je suis quasiment d'ores et déjà en train de vous donner un top 10 aujourd'hui, j'espère que vous vous en rendez compte. Et globalement, Matic, dont on a parlé là aussi très régulièrement, une configuration qui est juste parfaite. On l'a vu contre le Bitcoin, il est plus très loin. On l'a vu contre le Bitcoin, il est plus très loin de nous faire un nouvel ATH à la BNB. Donc une fois de plus, on a des RSI qui sont très hauts, c'est pas forcément le moment de courir après, on essaiera d'attendre, d'avoir des retracements de moins 10, moins 20, moins 30, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra arriver sur des actifs qui sont soutenus comme ça, mais pour quiconque se projette sur une fin d'année qui sera un peu dramatique, dans tous les cas, il vaudra mieux attendre plutôt que d'acheter une fois que le truc, il a fait un je sais pas combien, mais en tout cas, pour du long terme, et une fois de plus, c'est des tokens qui se stake, voilà, ça peut vous mettre dans une position de force pour plus tard au niveau de votre portefeuille long terme et staké. J'essaie de voir si j'en trouve un petit dernier. Allez, ça fait très longtemps qu'on l'a pas passé, donc juste pour le plaisir, le Litecoin. Là aussi, c'est pas le truc qui, d'un point de vue technique, fondamental ou adoption, va vous réaliser une performance plus tard au niveau de votre portefeuille, on va pas dire le contraire, mais en tout cas d'un point de vue technique, s'il franchit les 66, ici on pourra viser dans un premier temps un retour à 85, puis autour des 100 $ symboliques où on vient d'avoir le death cross entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. On peut constater également à cette occasion qu'on manque toujours un peu de vélocité, de volume, et c'est exactement pareil même sur les alts précédents que je vous ai passés. On n'a toujours pas de gros histogrammes au niveau du MACD, on n'a pas réellement d'envie, on n'a pas de reprise. Et pour cause, tout simplement, je pense que les institutions, quand on regarde au niveau du BTC1 futur CME, sont dans cet attentisme à la fois d'avoir un marché US avec tout simplement un point d'inflation qui nous dit c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, c'est derrière nous et on repart sur une politique accommodante. On est aussi sur les mi-mandats au niveau des élections aux US par rapport au président en cours. Qui sera le prochain président des États-Unis? Ça pourrait tout changer d'un point de vue de la perception des marchés et d'un point de vue de la façon dont est menée aussi la politique au niveau des States et surtout commerciale et de la finance et tout ça. Donc je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, de ce que nous donne à ce jour le marché crypto, oui, les altcoins sont dans une position où tout nous crie en ce moment qu'ils ont envie de pumper plus haut. Pour autant, est-ce que c'est pas dans ces cas-là où quand tout le monde commence à FOMO, à un peu trop avoir voilà, les yeux pleins de lueur et d'étoiles, à se dire on regarde à nouveau vers la lune, c'est pas là où en général on se fait punir, c'est ma seule crainte effectivement pour cette fin d'année 2022. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudent et pour ma part je vous retrouve soit ce week-end soit lundi. Ciao ciao.